Vous écoutez Démopratique, le podcast des pratiques démocratiques avec Nicolas Gassibi et William-Harry Patterson. Bonjour à toutes et à tous, nous sommes Nicolas et William. Aujourd'hui, nous recevons Princy Borgne dans le podcast des pratiques démocratiques. Merci Princy pour ta participation. Tu as occupé plusieurs postes de professionnel de la démocratie participative. Tu as travaillé notamment pour l'agence Grand Public sur l'organisation de débats publics et pour la ville de Paris sur l'organisation de votations citoyennes. Première question que nous avons envie de te poser, peux-tu nous raconter ton parcours ? Comment en es-tu arrivé à travailler, à expérimenter et à pratiquer la démocratie ? Bonjour Nicolas, bonjour William. Merci de me recevoir. Pour revenir sur mon parcours et le décrire en quelques mots, je dirais qu'il est assez hybride, pluriel, divers, dans le sens où j'ai eu l'occasion de travailler tant pour des collectivités locales que dans le secteur privé, tant sur des sujets de politique publique que sur des sujets vraiment plus spécifiquement liés à la concertation, participation citoyenne. Mais chaque fois, pour chacune de ces expériences, je crois que le dénominateur commun, le fil conducteur, ça a été de mettre ces compétences au service de l'intérêt général. Pour vous préciser peut-être un petit peu plus le détail de mon parcours, j'ai commencé ma carrière en Espagne, à Madrid, sur les questions de financement européen, les programmes européens qui permettent de financer un certain nombre de politiques publiques d'envergure nationale ou transnationale. Notamment, dans mon cas, ça a été la culture et la recherche. Après ça, je suis arrivée à Paris où tout de suite j'ai été happée par le secteur de la concertation participation citoyenne puisque j'ai débuté ma carrière dans une agence qui s'appelle Grand Public, autrefois nommée Campanelle Epsablic, en tant que mobilisatrice. Et à cette occasion, j'ai eu l'occasion de me familiariser à un certain nombre de méthodes de mobilisation et surtout à une démarche, dans le sens où je crois qu'aujourd'hui sur le marché, si on peut dire ça ainsi, de la concertation, il y a différentes visions qui s'opposent. Une vision qui consisterait à dire que la concertation, elle vise à créer de l'acceptabilité, coûte que coûte, quel que soit le projet, quelle que soit sa capacité à répondre aux attentes, aux besoins d'un territoire. Et d'un autre, une démarche de concertation qui vise, elle, à faire du bottom-up, comme on dit, c'est-à-dire à faire émerger une expression qui permet d'identifier les besoins qui traversent un territoire pour ensuite concevoir des projets ou des politiques publiques qui sont capables de répondre, satisfaire ces besoins et qui sont cohérentes avec le territoire dans lequel elles interviennent. Il se trouve que j'ai eu la chance de travailler dans une agence qui promouvait plutôt la seconde approche. Il se trouve qu'après, j'ai évolué vers d'autres types de fonctions, notamment en politique, puisque j'ai travaillé en cabinet adjointe chargée de la participation citoyenne et de la jeunesse. Moi, j'étais conseillère jeunesse. Puis ensuite, j'ai évolué à un poste de secrétaire générale au sein du groupe écologiste. Et même si dans ces deux cas, c'est vrai que le cœur de mon métier n'était pas forcément de faire de la mobilisation citoyenne et de générer un dialogue avec les citoyens, chaque fois que j'ai eu à réfléchir à la conception de politiques publiques, que ce soit en direction de la jeunesse ou plus largement en direction des Parisiennes et des Parisiens, j'ai toujours eu ce réflexe, et je pense que c'est dû à cette première expérience professionnelle que j'avais eue en arrivant en France. J'ai toujours eu ce réflexe de m'interroger sur les moyens qu'on pouvait mettre en place pour, dans un premier temps, bien recenser les besoins auxquels devaient répondre les politiques qu'on avait à mettre en œuvre, pour ensuite essayer de designer des dispositifs de politique publique qui soient en adéquation avec les cibles auxquelles elles étaient censées bénéficier. Voilà. Et petit passage que j'ai peut-être zappé, avant de rentrer en politique à la ville de Paris, c'est vrai que j'ai eu un passage en administration
D'abord tournée plutôt vers les questions de participation citoyenne encore, puisque j'ai travaillé sur la votation citoyenne qui avait été mise en place autour du plan climat-air-énergie, puis autour du budget participatif. Et dans les deux cas, l'objectif pour moi, l'objectif qui m'avait été confié, c'était de susciter un maximum de mobilisation citoyenne pour permettre une participation élargie et massive autour des dispositifs de vote. Alors merci Princy pour ces premiers mots sur ton parcours. Pour nos auditeurs, est-ce que tu peux expliquer ce que c'est que la mobilisation citoyenne et en donner des exemples concrets, ce que tu as fait en termes de votation citoyenne à la ville de Paris ou lorsque tu travaillais à grand public, la mobilisation citoyenne que tu faisais dans le cadre de débats? Alors, la mobilisation citoyenne, c'est vrai que c'est important d'en donner une définition parce qu'au premier abord, on pourrait considérer qu'il ne s'agit que de faire du chiffre et d'inciter un maximum de personnes à voter ou exprimer son opinion dans le cadre des dispositifs qui sont proposés. Or, je crois que l'objectif est beaucoup plus fin, beaucoup plus sensible, puisque, en tout cas dans la manière dont moi je conduis ces missions, ce que je cherche à faire à chaque fois, c'est d'aller en priorité vers les publics qui sont les plus éloignés, les plus isolés du débat public, pour s'assurer que les besoins qu'eux éprouvent viennent compléter le panel de besoins qui sont déjà connus parce que exprimés par d'autres personnes déjà plus au fait, plus habituées, plus coutumières de ce genre de dispositif, d'enceinte. Donc l'objectif n'est pas forcément de faire du chiffre, mais plutôt de s'assurer d'avoir une représentation complète, représentative de toutes les attentes, toutes les aspirations, tous les besoins qui peuvent traverser un territoire. Comment je le fais peut-être comment je le fais il y a d'abord un travail peut-être qu'on pourrait qualifier d'étude, d'analyse sociologique, puisque pour s'assurer d'avoir une bonne représentativité dans nos panels, il faut avoir une bonne connaissance, une bonne lecture des différentes populations qui partagent un territoire. Il faut avoir une bonne analyse aussi des parcours de vie qui caractérisent ces personnes. Il faut avoir une bonne vision également du quotidien qui est le leur, c'est-à-dire que l'enjeu pour nous, ça va être aussi d'identifier les endroits sur lesquels on va pouvoir les rencontrer et conduire un dialogue, une discussion la plus sereine possible, la plus constructive possible. Donc ça suppose d'avoir une compréhension de leurs habitudes, de l'habitude de vie de ces personnes et des endroits qu'elles sont amenées à fréquenter. Je crois que l'autre chose aussi qu'il faut avoir en tête quand on parle de mobilisation citoyenne, c'est qu'on n'est pas dans une démarche descendante, racoleuse. Il ne s'agit pas d'aller chercher des gens pour avoir un nombre de voix exprimées coûte que coûte, encore une fois. L'objectif, c'est plutôt de réunir toutes les conditions qui sont nécessaires pour que la parole des personnes dont on veut entendre la voix parce qu'elle est trop peu souvent exprimée puisse intervenir et se déployer de manière sereine et en toute confiance. Donc ça suppose que dans un premier temps, on accepte de discuter avec les personnes, pas forcément des sujets sur lesquels on a besoin de les entendre s'exprimer. Par exemple, parlons d'un projet d'aménagement dans le nord de la Seine-Saint-Denis. Avant d'en venir à l'objet qui nous intéresse ou qu'intéresse la personne qui nous a mandaté, il faut accepter d'avoir un temps un peu informel où on va juste s'intéresser aux gens, à leur parcours de vie, aux raisons qui les ont amenés à un moment donné à arriver sur ce territoire. Et c'est pas du tout un exercice de manipulation, hein. C'est pas quelque chose qui est fait afin de mettre la personne en confiance et d'en tirer le plus de matière possible, pas du tout. C'est un exercice qui, ensuite, nous permet d'avoir une meilleure compréhension, une meilleure lecture des attentes qu'elle va pouvoir formuler quant au projet un peu ponctuel qui nous réunit et qui fait qu'à un moment donné, on a suscité la rencontre. Par exemple, je ne sais pas si vous avez besoin que je détaille, mais
Quand on a quelqu'un qui nous dit que un projet, par exemple, de centre commercial, pour lui, c'est pas si choquant, bien malgré les impacts environnementaux qui peuvent être attendus, parce que lui, il y voit une opportunité d'emploi dans un contexte où, justement, les débouchés sont faibles. C'est important, je trouve, de s'être intéressé en amont au parcours de la personne, aux difficultés qu'elle a pu rencontrer pour pouvoir juste vivre, répondre, assurer sa subsistance. Parce que du coup, une fois qu'on restitue les différents témoignages qu'on a pu recueillir, à nous de pouvoir donner la légende nécessaire qui permet à nos auditeurs de pas avoir un jugement qui soit trop radical et empreint de préjugés. À nous de restituer un petit peu quelle est l'identité, le profil de ces personnes ramener un peu de sensible, je dirais, dans la lecture des témoignages qu'on recueille. Ah oui, et peut-être un dernier point sur ce qu'est la mobilisation. C'est aussi réussir à permettre à des personnes qui ne sont pas forcément expertes de sujets complexes, type urbanisme, type alimentation. Enfin, voilà, je repense un petit peu aux différents sujets sur lesquels j'ai pu mobiliser. Charge à nous de leur permettre d'exprimer une opinion sur ces sujets sans aucun complexe. En se sentant tout à fait légitime de prendre la parole, quand bien même ils ne sont pas très au fait de ce que c'est le glyphosate, par exemple, quand bien même ils ne sont pas très au fait de ce que c'est qu'une maîtrise d'ouvrage. Et à nous, ensuite, lorsque on présente cette parole aux personnes qui nous mandatent ou aux acteurs publics qui ont cherché à recueillir la parole, à nous d'en faire une traduction un petit peu plus technique pour que cette parole puisse être réinvestie dans les projets qu'elle est censée nourrir. Voilà. Alors merci beaucoup Princy. Il y a un mot qui ressort dans ce que tu as dit, notamment tout à la fin, c'est ce mot de traduction. Il y a la traduction du projet vers les gens et la traduction après de ce que disent les gens auprès des porteurs du projet. Ça me pose deux questions. Première question, comment est-ce que votre arrivée sur le terrain elle est perçue par ces citoyens, par ces habitants ? Comment est-ce que, lorsqu'on va les voir dans la rue, lorsqu'on va les voir dans leurs espaces, auxquels ils ne sont peut-être pas habitués à ce qu'on aille les voir, ces personnes-là, comment est-ce qu'ils vous perçoivent à ce moment-là ? Et leur parole, tu as vraiment insisté sur le fait de dire qu'il fallait la traduire, qu'il fallait remettre de la chair sur ces gens-là pour comprendre qu'en fait, ce n'était pas juste des propos qui existait en disant c'est telle personne a dit ça, c'est cette personne-là, elle a un profil, elle a une vie, elle a des attentes, elle a des craintes, elle a des envies, et son propos fait sens par rapport à tout ça. Donc pareil, comment est-ce que ça va être perçu de la part des acteurs publics lorsqu'on arrive à replacer le profil des gens dans leurs propos ? Oui, alors comment est perçue notre arrivée en tant que mobilisateur sur le territoire ? Je trouve que c'est une très bonne question parce que justement cette perception dit beaucoup de choses sur l'état aujourd'hui de la politique en France, l'état de la citoyenneté en France. Quand on arrive sur un territoire, je dirais... Alors après, attention, il faut nuancer parce que selon le type de territoire dans lequel on intervient, l'accueil peut être très différent. Mais je dirais que quand même, on peut réussir à décrire ça à partir d'une approche un peu sociologique, c'est-à-dire que quand on a affaire à des publics qui sont déjà assez au fait de la chose publique, de la chose politique, les personnes sont toujours assez ravies d'avoir une opportunité de parler d'un projet, de donner leur avis. Et après, que ce soit à charge ou pas, on n'a pas forcément trop de difficultés à les faire parler. Mais quand même, ce qui peut revenir, c'est que quand bien même on est au fait de la chose publique, de la chose citoyenne et qu'on est OK pour en parler, assez souvent quand même, ces temps d'échange sont une opportunité pour ces personnes qu'on interroge de glisser un certain nombre de critiques sur l'état des choses aujourd'hui, le fonctionnement de notre système de politique publique aujourd'hui. Ça, c'est la première chose. Et si cette fois-ci, j'essaye de m'intéresser, de repenser aux personnes qui, elles, étaient les plus en marge de la chose publique, encore une fois, c'est vrai qu'on peut avoir tendance à être envisagé un peu comme des intrus initialement.
voir comme des voir comme des voyeurs, dans le sens où d'une part on peut avoir tendance au premier abord à nous croire une espèce de connivence avec des aménageurs complètement hors sol qui viennent transformer un territoire qu'ils ne connaissent pas et avec lequel ils n'ont aucune attache. Et d'autre part, certains peuvent avoir l'impression qu'on pose des questions intrusives sur justement le quotidien des gens, leurs pratiques, leurs aspirations. Et donc, effectivement, c'est pas forcément évident, mais là encore, comme dans le premier cas, quand on a des gens qui nous formulent des critiques très claires, je trouve que cette crainte, cette appréhension qu'il y a à s'exprimer en direction des acteurs publics nous dit plein de choses sur le manque de confiance aujourd'hui, la défiance éprouvée par l'ensemble des citoyennes et citoyens à l'égard des institutions et des pouvoirs publics et des décideurs publics. Et d'ailleurs, pour compléter un peu la question que vous me posiez sur la mobilisation, je crois que... Comment le dire ? Face à ce constat de défiance généralisée, aussi bien chez les personnes qui sont concernées, intéressées, au courant de la politique publique et de l'actualité, que de la part des personnes qui sont plus en marge, face à ce constat de défiance, je crois que le principal enjeu de la mobilisation, et ce qui doit être en toile de fond de toute initiative de genre qui est initiée, c'est travailler à renouer un dialogue entre les acteurs publics qui, eux, sont a priori mandatés pour faire le territoire et ceux qui vivent le territoire au quotidien. Je crois que c'est vraiment le principal objectif auquel doit répondre une démarche de mobilisation avant même des objectifs un peu plus ponctuels et pratico-pratiques comme quelle activité, quelle programmation on ramène dans tel projet d'aménagement, etc. etc. Enfin, je crois que le principal enjeu, il est là. Je ne sais pas si ça répond complètement à votre question sur comment on est perçu au départ. Et alors évidemment, après, on arrive à travailler ensuite à la mise en place d'une discussion plus sereine, mais ça suppose effectivement que, dans un premier temps, on fasse la preuve, la démonstration de la sincérité de notre démarche. Et ça passe par quoi ? Je crois que ça, c'est important aussi de le dire. Ça passe par, encore une fois, se mettre en posture d'écoute un maximum et ne rien promettre. Dire qu'effectivement, à un moment donné, on peut être mandaté tantôt par une collectivité locale, tantôt par un aménageur, tantôt par je ne sais quelle maîtrise d'ouvrage. Mais... en aucun cas, on est là pour faire le porte-parole de la personne qui nous mandate. On est là pour faire du lien. On est là parce qu'on est convaincu que si à un moment donné, on ne donne pas l'opportunité aux personnes qui vont vivre les projets qui vont s'imposer à eux dans quelques mois, années, ça risque de mal se passer. Et donc, du coup, il faut absolument instaurer un rapport de force, je dirais. Même si on est mandaté par des gens qui cherchent à faire aboutir leur projet à tout prix, nous, ce qu'on essaye de faire, c'est d'instaurer un rapport de force équilibré dans lequel les citoyennes et les citoyens ont le droit de siéger et ont la capacité, à un moment donné, de s'assurer qu'ils auront leur mot à dire sur ce qui va s'imposer à eux très, très pratiquement dans les mois à venir. Et donc, du coup, ça me permet de basculer sur l'autre question que vous posiez sur comment est envisagée, je dirais, je reformule un peu la question, mais comment est abordée la parole citoyenne par les personnes qui font appel à nous. Ça, pareil, c'est une question assez intéressante parce que on a des personnes qui font... je crois que ce qu'il faut qu'on dise d'abord, c'est que on est quand même dans un moment où la concertation, la participation citoyenne, c'est quelque chose... L'aller vers, c'est quelque chose que tout le monde a à la bouche, qu'il soit de droite, qu'il soit de gauche, qu'il soit acteur privé, qu'il soit acteur public. C'est vraiment... c'est des termes qu'on entend beaucoup au point de plus trop savoir ce qu'ils veulent dire. Et donc du coup tout le monde y va parce que il y a une espèce de, on parle souvent de greenwashing, moi je dirais qu'il y a aussi un citizen washing, et donc certains y vont plein de bonne volonté, en étant convaincus que effectivement si on veut bien faire les choses,
et si on veut que les actions qui seront déployées soient utiles, pertinentes, il faut d'abord brainstormer, je dirais, recueillir les besoins. Bon, ça c'est dans le meilleur des cas. Et donc du coup, ces personnes sont toujours hyper partantes pour investir, déployer des moyens, réunir des conditions, même si elles leur semblent un peu alternatives et originales pour que le dialogue citoyen se passe bien. Ça, c'est vraiment dans le meilleur des cas. Et puis, on a aussi toute une frange d'acteurs qui se décident à faire appel à la participation citoyenne. Parce qu'à un moment donné, il y a quand même le constat très pragmatique que la mobilisation collective aujourd'hui, elle existe. Et que quand on n'a pas fait l'effort en amont de déminer, finalement, ça devient plus coûteux en recours juridique, en délai de livraison, en non-commerciabilité, dans le sens où finalement on se retrouve à livrer des projets qui sont inusités parce que pas du tout en cohérence avec les pratiques quotidiennes des usagers. Donc tout ça coûte cher, et donc les personnes qui font appel à nous se rendent compte que il faut le faire, pas forcément parce que elles y voient pas forcément par idéologie ou par conviction, mais parce qu'à un moment donné, de manière très pratico-pratique, ça coûtera moins cher de faire appel à ces dispositifs que de conduire des projets un peu au forceps et de se retrouver le bec dans l'eau à la fin. J'ai en tête plein de projets qui me viennent et qui ont ensuite eu des mois de procédures en tribunal administratif ou autre, et tout ça sans pour autant voir le jour au final. Et donc, je crois que c'est plus intéressant du coup de parler un peu de ces acteurs pour évoquer la manière dont est perçue la parole citoyenne, dans le sens où c'est vraiment un travail très lourd, très, très colossal, de réussir à convaincre les personnes que une fois les dispositifs de participation citoyenne déployés, designés, ça vaut vraiment le coup d'aller au bout du travail et d'écouter ce que les gens ont à dire, de pas se contenter uniquement de faire de la communication ou du citizen washing, comme je disais. Parce que j'ai eu le cas de figure plusieurs fois. On a des maires de municipalités, par exemple, qui initialement font ça pour faire, et qu'on a réussi à amener avec nous jusqu'au bout du processus, et qui, au bout du compte, passent d'une posture où ils disaient « Ouais, mais de toute façon, les besoins, on les connaît déjà. Donc, on fait pour satisfaire et qu'il n'y ait pas de frustration, mais on sait déjà ce qu'il faut faire. » On a réussi à les faire passer de cette posture-là à une posture où finalement, il y avait une espèce de petit éclair de lucidité selon lequel ces décideurs arrivaient à se dire oui, finalement, peut-être que on n'était pas forcément très conscient de toutes les conséquences sur le quotidien des gens que pouvait avoir telle mesure envisagée. On n'était pas forcément conscient que, en fait, à côté du besoin d'équipement, il y avait aussi un besoin d'emploi. Donc, quand on va concevoir, par exemple, notre équipement sportif ou notre équipement commercial, il va falloir qu'on s'interroge sur les conditions qu'on réunit pour s'assurer que les retombées en termes d'emploi, elles soient bien dirigées vers le territoire, vers le local. Voilà, il y a tout un tas de mécanismes par lesquels il faut passer pour faire aboutir les projets, qui se dessinent au fil de l'écoute, au fil des rencontres publiques, au fil des entretiens. Et c'est toujours une petite victoire quand on arrive à faire comprendre aux décideurs que écouter les gens, c'est pas juste un enjeu électoraliste, c'est pas juste un enjeu communicationnel, c'est aussi un vrai enjeu de cohésion, d'intérêt général, de bien vivre pour tous, quoi. Merci beaucoup, Princy. Une question m'est venue en t'écoutant. Est-ce que, à force d'aller à la rencontre des habitants, de récolter leurs paroles, de les faire s'exprimer, est-ce que tu t'attaches aux personnes que tu rencontres, aux citoyens, aux habitantes et aux habitants ? Et est-ce qu'à force d'en rencontrer beaucoup, cet attachement ne s'érode pas un peu, et est-ce que tu ne finis pas finalement par les oublier, ces belles rencontres ? Donc c'est plus une question qui relève là de l'intime, mais je pense que ça peut intéresser les personnes qui nous écoutent. Ça aussi, c'est une bonne question. Ça me fait replonger dans toutes mes précédentes expériences. C'est effectivement
il y a une distance, effectivement, qui est attendue quand on conduit les entretiens. Il ne faut pas prendre parti, ça c'est clair, parce que notre objectif, c'est de retranscrire de la manière la plus objective possible et réelle, transparente possible, un état d'esprit, un état des perceptions. Donc il y a une distance à garder, mais après, le fait est qu'on reste un humain en train d'interroger, de dialoguer avec un autre humain. Et forcément, on rencontre des gens qui sont touchants de par leur sincérité, des gens qui sont bouleversants de par le parcours très escarpé qu'ils ont eu à franchir, à endurer. Donc tout ça existe, bien sûr. Parfois, c'est aussi, quand on rencontre des personnes qui sont un peu en difficulté, l'occasion de les rediriger vers des bonnes structures qui vont pouvoir les accompagner. Mais après, je crois pas, je crois pas que ça puisse être blasant, parce que en faisant ce travail, moi j'ai pu constater qu'en fait il y avait vraiment tellement de diversité parmi le genre humain, alors des drames communs, c'est clair, des préoccupations communes, l'emploi, sa capacité à faire en sorte que son enfant pourra avoir des lendemains heureux, sa capacité à afficher une apparence digne, quelles que soient les difficultés rencontrées dans l'intime. Il y a des récurrences, c'est clair. Mais il y a aussi et surtout une manière de dire tout ça, toujours très personnelle et très sincère. Donc, je ne crois pas qu'on puisse s'en lasser. Et d'ailleurs, franchement, c'est aussi l'une des raisons qui m'amène à chaque fois à inciter les décideurs politiques, les décideurs publics à aller davantage à la rencontre des individus. C'est qu'à un moment donné, ça ramène du sens, ça ramène un peu de réalité. Enfin, on a tendance, là je parle peut-être en tant que secrétaire général d'un groupe politique, mais on a tendance, quand on est aux manettes d'une collectivité, à penser les choses de manière très macro et à croire que les sorties terrain qu'on fait, où on va serrer des mains, où on va faire des tables rondes avec des acteurs associatifs, suffisent à nous donner un aperçu de l'état de notre société. Ça, je crois que c'est faux. Ça nous en donne un avant-goût, éventuellement. Mais je ne crois pas que ça nous permet de pleinement mesurer à quel point toutes les actions qui sont conduites au niveau macro sont lourdes en conséquences pour des milliers d'individus. Donc bien sûr, c'est pas évident de rencontrer tout le monde, ça c'est clair. Mais se dire que quel que soit son poste, dès l'instant qu'on travaille pour l'intérêt général, il faut que notre action, elle soit à un moment donné mise en lien avec une stratégie de dialogue. Ça, je crois que c'est primordial. Et par stratégie de dialogue, j'entends par là identifier à un moment donné des échantillons représentatifs en fonction de la sociologie de notre territoire pour aller parler, je ne sais pas moi, un groupe de jeunes tout à fait dépolitisés, un groupe, une résidence de voisins par exemple, mais complètement en dehors comment ça s'appelle, c'est des collectifs les amicales, voilà, complètement en dehors des amicales de locataires ou de propriétaires. Voilà, se dire qu'à un moment donné, il faut pour bien conduire son activité, quel que soit le sujet, je ne sais pas, environnement, politique de la ville, santé, se dire que si on veut bien faire les choses, il faut tout ça soit conduit en parallèle d'un dialogue constant et organisé avec toutes les personnes sur lesquelles on va avoir un impact. Alors, merci Princy. Je vais revenir sur deux choses dont tu as parlé. L'une au tout départ, tu parlais de représentation des besoins. Il fallait faire en sorte que lorsqu'on arrivait sur un territoire, lorsqu'on faisait un diagnostic, qu'on arrive à avoir une diversité de besoins et avoir cette représentation des besoins du territoire et des gens du territoire. Là, dans ta dernière prise de parole, tu as parlé de représentation des individus. Représentation de faire des groupes, de faire des quotas, d'essayer d'avoir ces personnes-là qui viennent participer. Donc d'avoir par exemple un groupe de jeunes dépolitisés qui participent. Or, c'est très débattu. Cette question de la représentation est-ce qu'il faut plutôt choisir de la représentation des besoins ou la représentativité sur un territoire, en sachant que la méthode des quotas, elle est considérée comme non scientifique partout sauf en France. Qu'est-ce que toi tu en penses ? Est-ce que tu estimes qu'on va réussir à avoir
la même parole au final, peu importe quel ouvrier on prend, parce que c'est ça qu'on fait quand on fait une méthode par quota, ou est-ce qu'au final, un ouvrier n'est pas le même qu'un autre ouvrier, et donc cette méthode des quotas, elle est peut-être, elle permet peut-être de légitimer une démarche auprès du grand public, auprès des décideurs, mais elle ne fait pas sens. Oui, merci de m'avoir demandé de clarifier, parce qu'effectivement, je pense qu'il y a un petit malentendu. C'est-à-dire que, effectivement, moi, je ne défends pas du tout une méthode de la participation citoyenne à partir de la représentation. C'est-à-dire que, par exemple, je suis assez frileuse vis-à-vis des conventions citoyennes. Modalité qui consiste à aller chercher des échantillons qui se veulent représentatifs pour travailler sur une période donnée sur un sujet de politique publique. Les démarches de participation citoyenne que j'ai pu piloter, conduire, visent au contraire à aller à la recherche du plus grand nombre, mais avec tout de même ce souci de représentativité, dans le sens où aller à la recherche du plus grand nombre, si le résultat c'est d'avoir, 600 personnes, mais qui sont toutes 4 sup, c'est pas intéressant. Il faut être lucide sur le fait que c'est compliqué à un moment donné, dans un temps donné, de réussir à avoir la parole de toutes et tous. Il y a aussi des contraintes logistiques, pratiques qui s'imposent à nous. En revanche, il faut, quand on conduit ce travail qui se veut, encore une fois, je le répète, le plus élargi possible, le plus massif possible, veiller aux équilibres. Et d'ailleurs, ça me permet d'insister sur le fait que quand je conduis ces travaux de mobilisation, j'ai tendance à chercher à avoir une surreprésentation des franges de la société qui sont les plus loin des instances de participation citoyenne, estimant que justement les acteurs associatifs, par exemple, les militants politiques, par exemple, ont déjà des espaces d'expression et ont déjà une certaine capacité à faire remonter leurs attentes et leurs besoins. Et donc, mon travail de mobilisation, effectivement, il va viser à aller chercher une surreprésentativité des personnes qui sont les plus éloignées pour pouvoir avoir au sein de ces personnes justement éloignées le plus de diversité possible. Je ne sais pas si je me fais comprendre, mais voilà, donc merci de m'avoir amené à préciser parce que effectivement, moi je suis assez sceptique sur cette question de la représentation. Et une autre chose que je n'ai pas eu l'occasion de dire, quand on parlait de la participation citoyenne, on ne s'est pas trop posé la question des objets soumis à la participation. Et j'en profite pour dire que je crois qu'il faut vraiment mettre en question ça, dans le sens où dans tous les dispositifs de participation citoyenne qu'on voit aujourd'hui, conseil de quartier, concertation autour de projets d'aménagement, très souvent, les objets qui sont soumis sont des objets très ponctuels, très opérationnels, donc implantation d'un collège, implantation d'un centre commercial, implantation d'un complexe immobilier avec bureaux, logements sociaux, équipements publics. Bon, voilà, on est sur des choses très pratico-pratiques. Mais souvent, on oublie, avant de se poser la question de à quoi ça va ressembler, qu'est-ce qu'on va programmer, on oublie que, surtout dans ce contexte de défiance que je décrivais tout à l'heure, où les gens, la plupart des citoyennes et citoyens ne croient plus en la politique et ne croient plus en leur capacité à avoir une prise sur les orientations politiques qui sont données à ce pays. Je crois que c'est important que la mobilisation citoyenne, la participation citoyenne vise à discuter collectivement du projet qu'on veut pour notre pays, qu'on veut pour notre ville, qu'on veut pour le territoire dans lequel on habite, avant de s'interroger sur les murs qu'on va y poser. Et ça, je trouve ça très très important parce que c'est à cette condition qu'on va réussir à ramener dans l'arène des personnes qui au début pourraient être frileuses à participer parce qu'elles ne se sentent pas forcément intéressées par un projet de collège, un projet de centre commercial, un projet d'implantation d'éoliennes. Enfin, voilà, et à juste titre, parce que la question avant tout, elle est celle de l'orientation politique, des valeurs qu'on veut voir réalisées au sein de notre pays.
Voilà, et je tenais à le dire parce que je trouve qu'il y a vraiment une déviance, un biais autour de ces dispositifs de concertation. Alors moi, je vais rebondir et faire une petite remarque sur le commentaire que William a formulé et sur lequel tu as répondu, Princy. Je pense que sur la question de la convention citoyenne ou des démarches de mobilisation avec des critères sociodémographiques, l'idée n'est pas d'avoir des représentants au sens de mandataires. L'idée n'est pas que l'ouvrier tiré au sort soit le représentant de tous les ouvriers de France. L'idée est plutôt d'obtenir une diversité des profils, parce que on peut se dire, et c'est peut-être une vision un peu marxiste des choses, que les conditions matérielles d'existence des personnes forgent leur conscience. Et de ce fait, effectivement, tous les ouvriers ne pensent pas la même chose, mais tous les ouvriers qui vont partager des conditions matérielles d'existence communes vont avoir peut-être des éléments de leur conscience commune également, qui après aboutiront à des choix et un libre arbitre de chacun différent. C'est-à-dire que compte tenu de cette conscience collective commune, chacun fait des choix différents. Et chaque dispositif a des avantages, des inconvénients. Et l'idée d'un dispositif comme la Convention citoyenne n'est pas la participation de masse de plusieurs centaines, voire milliers de personnes, mais c'est d'avoir une progression dans la délibération avec donc 150 personnes pour le cas de la Convention citoyenne pour le climat qui vont d'abord se rencontrer, se présenter, tisser du lien, puis recevoir de l'information, en débattre, en discuter, puis être amenés à formuler des propositions. Et donc il y a une logique aussi de travail commun, de progression dans la participation qu'on ne peut pas faire avec des démarches où l'objectif va être de réunir plusieurs milliers de personnes, puisque de facto, compte tenu des emplois du temps de chacun, des disponibilités de chacun, on ne peut pas les réunir à plusieurs moments pour travailler ensemble et approfondir. Donc je pense que parmi tous les outils qu'on a à disposition et toutes les méthodes de participation citoyenne, on n'est pas obligé de les opposer. C'est-à-dire qu'on peut faire une convention citoyenne avec un panel de 150 personnes et en même temps faire une démarche de mobilisation large du public, comme tu as été amené à le faire, Princy, et avec un intérêt qui est évidemment d'aller chercher non seulement les personnes éloignées des instances de participation, mais une diversité dans ces personnes éloignées. C'est bien ce que tu soulignais parmi, je trouve, les avantages d'utiliser des outils de mobilisation, par exemple sur l'espace public, par exemple en allant dans des lieux un peu originaux de participation. Alors, juste pour répondre là-dessus, au-delà du fait que je pense qu'aujourd'hui, quand même, la question du déterminisme de classe peut se discuter, vu qu'on est quand même dans une société où justement la question des groupes sociaux, de la conscience d'appartenance à une classe est vraiment en discussion. Et peut même, c'est encore un autre sujet, donc je ne vais pas m'étendre là-dessus, mais peut-être qu'il y aura un autre podcast sur la question. Mais donc, au-delà de ça, j'entends ce qui vient d'être dit, mais après, ce qui aujourd'hui, moi, me pose une difficulté avec ces dispositifs de convention citoyenne, par exemple, c'est que on en fait, les personnes qui les conduisent ont tendance à en faire un peu l'alpha et l'oméga de la participation. Or, le fait est que, oui, bien sûr, s'interroger de manière un peu technique sur des sujets de politique publique, par exemple la Convention climat, tout ça, bien sûr que c'est important et ça peut être très intéressant, effectivement, à un moment donné, d'associer à ces discussions techniques, que ce soit dans le cadre d'ateliers ou de conventions citoyennes, un panel d'habitants. Mais en fait, il faut en revenir à la question, pourquoi on fait de la participation citoyenne aujourd'hui ? Et pour moi, c'est ce que je disais un peu tout à l'heure, avant même de co-construire et d'enrichir des politiques publiques et des projets, il faut faire de la participation citoyenne aujourd'hui parce qu'on a une vraie urgence dans ce pays qui est celle de faire taire la défiance des citoyens vis-à-vis de la politique. On a une véritable urgence à faire en sorte qu'aujourd'hui, on ait un système de gouvernance qui ne soit plus injuste et qui soit un véritable système de gouvernance démocratique et qui appartient à tous, toutes et tous. Et pour que cette appartenance, elle soit
avérée et qu'on puisse, qu'on puisse la faire vivre. Une convention citoyenne ou des démarches de dialogue avec un échantillon représentatif, ça ne suffit pas. Il est urgent de renouer un dialogue élargi avec l'ensemble des personnes qui font ce pays, qui font cette communauté citoyenne. Il est urgent de rééquilibrer le rapport au pouvoir, de réinterroger notre rapport au pouvoir et d'aller donner, c'est même plus que donner la parole aux habitants, c'est d'aller leur donner la capacité d'être, la capacité de décider, de modeler l'environnement, le territoire sur lequel ils habitent et vivent. C'est pour ça que aujourd'hui, je suis un petit peu inconfortable avec ces conventions citoyennes et ces systèmes de représentation parce que je trouve qu'on s'en satisfait trop vite et qu'on se cache derrière pour ne pas se poser les bonnes questions, les questions de fond, à savoir quel est le rapport au pouvoir qu'on veut aujourd'hui dans notre pays. Merci beaucoup, Princy, pour cette première série de réponses que tu nous as apportées. Nous allons maintenant te poser ce qu'on appelle les questions signatures, c'est-à-dire les questions qu'on pose à l'ensemble de nos invités, qui seront à chaque fois les mêmes. Et la première d'entre elles va t'amener à peut-être prendre un peu de recul et de hauteur justement sur ces sujets. Elle est simple. Pour toi, Princy, qu'est-ce que la démocratie ? Alors, qu'est-ce que la démocratie ? Vaste question. On a tous, pour beaucoup d'entre nous, en tête le débat aujourd'hui constant entre démocratie représentative, démocratie participative. Alors, je suis plus à l'aise pour dire ce que la démocratie n'est pas. La démocratie, selon moi, n'est pas un régime dans lequel on élit des décideurs politiques qui, une fois mis au pouvoir, restent dans leur bureau et font fi des évolutions et des tergiversations qui traversent la société. La démocratie n'est pas un régime dans lequel une personne décide de manière unilatérale et descendante de ce que doit être l'avenir d'un pays, d'un territoire, d'une collectivité ou même d'un projet. La démocratie donc serait plutôt un régime dans lequel on a un dialogue constant entre citoyennes, citoyens et personnes chargées de mettre en œuvre, en fait, plus que de décider, de mettre en œuvre des politiques publiques. Je crois que c'est ça, en fait. Je crois qu'il faudrait que les personnes qu'on élise ne soient pas des décideurs. Il faudrait que les personnes qu'on élise soient des garants de la volonté collective et soit des espèces de méta-chefs de projet chargés de faire aboutir la vision partagée, collective que les citoyennes et les citoyens ont d'un pays. Merci Princy pour ta réponse. Deuxième question signature. Quel est pour toi le plus grand succès en termes d'expérimentation démocratique, en termes de pratique, en termes de ce que tu as mis en œuvre ou de ce que tu as vu jusqu'à présent ? Moi, je crois que... Alors, j'ai pas eu une expérience, une mission à donner. Par contre, je tire toujours une grande fierté quand j'arrive à ramener dans une rencontre publique et donner l'opportunité aux participants de s'exprimer en présence d'élus. Je tire toujours une grande fierté à y ramener des personnes qui se disent complètement pas intéressées par la politique, pas en capacité d'avoir une influence, une capacité d'agir sur quoi que ce soit, et qui se disent également être dans une souffrance, mais me confier de toute façon une vision très fataliste des choses. Je tire toujours une très grande satisfaction, c'est pas fierté, satisfaction à ramener des personnes qui sont en désespérance totale et enfermées dans une fatalité, dans ces temps d'échange et d'expression. Pourquoi ? Parce que moi qui vous disais que l'un des enjeux de la participation citoyenne, c'était avant tout la lutte contre la défiance et la cohésion sociale au sein de notre pays.
Je crois que ces personnes qui sont dans un mal-être, ce serait se tromper que de croire qu'en les faisant taire, on fait taire les antagonismes et on fait taire le risque d'opposition. Non, je crois que tant qu'on est vivant, on renonce jamais vraiment à s'exprimer, pouvoir bien vivre. Donc il y a un véritable risque à ce que ces personnes qui, à un moment donné, ont décidé de rester en marge soient récupérées, rattrapées par des groupuscules de personnes, d'individus qui surfent sur les frustrations, sur le découragement de populations, d'individus qui, eux, sont très sincères dans leur mal-être. Voilà, donc il y a toujours un petit espoir quand on ramène ces personnes en face des décideurs politiques. Alors maintenant, Priscille, on va poser la question inverse. Quelle est la plus grande déception pour toi lorsque tu expérimentes la démocratie, lorsque tu la mets en œuvre, lorsque tu la pratiques ? C'est une déception pour moi quand je me retrouve face à des personnes des décideurs publics qui veulent initier des démarches de concertation, de participation citoyenne, mais qui d'une part, ne veulent pas déployer les moyens qui s'imposent pour bien faire les choses parce que de toute façon, leur objectif de fond n'est pas d'avoir une écoute pleine et entière de la population. Leur objectif de fond est de créer de l'acceptabilité et d'avoir une communication positive et de travailler l'image publique qu'ils ont. Ça, c'est toujours une grande déception. Et d'ailleurs, j'ai la chance aujourd'hui de pouvoir choisir les personnes avec lesquelles je travaille sur ce genre de démarche. Voilà. Et enfin, Princy, nous passons à la dernière question signature. Si quelqu'un que tu rencontres exprime le souhait de mettre en pratique la démocratie, quel serait ton conseil concret et très terre-à-terre que tu lui donnerais ? Alors, premier conseil, premier prérequis, ne pas croire qu'il y a des sachants et les autres. Ne pas croire qu'on ne peut discuter de projets sérieux qu'avec des experts des sujets, des experts de l'urbanisme, des experts de l'aménagement. Non. Donc, ne pas être dans cette distinction sachant et non sachant. Faire preuve d'indulgence. Quant à la parole et la manière dont elle nous est livrée. Et faire preuve d'attention, c'est-à-dire qu'il faut essayer chaque fois que quelque chose nous est dit de se rappeler à quel point c'est précieux, d'où que ça vienne, quelle que soit la manière dont c'est formulé, quel que soit le ton avec lequel ça nous est donné. Parfois, il y a de la colère, il y a beaucoup de frustration. Ça reste quelque chose de précieux et ça reste quelque chose qui dit des choses. Ça reste un élément qui dit des choses de la manière dont on doit penser, la manière dont on travaille le territoire. Princy, merci beaucoup pour ta participation à ce podcast sur les pratiques démocratiques. Quant à vous, chers auditeurs, nous espérons vous dire à bientôt pour un prochain podcast. C'était William et Nicolas.